À faire le tour des cellules ensemble parce que chaque cellule a son histoire. Mais là, il se trouve que nous sommes nombreux, vous comprenez qu'il nous sera difficile de nous déplacer ensemble à l'intérieur de cette maison. Voilà donc ce que je vous propose. Dans un premier temps, je m'en vais vous résumer sur place l'histoire de la vente des esclaves noirs ainsi que le rôle de l'île de Gorée dans ce commerce. Après cela, vous aurez le loisir de faire le tour des cellules et de faire des photos si vous le souhaitez. Voilà, soyez donc les bienvenus à la maison des esclaves. Une maison qui a été construite en 1776. Elle fait partie des dernières maisons d'esclaves qui ont été construites sur l'île. Parce qu'en réalité, les premières esclaveries datent de 1536. Celle-là avait été construite par les Portugais. Vous savez que les Portugais ont été les premiers Européens à débarquer sur les côtes ouest africaines, notamment sur l'île de Gorée. Ces Portugais sont arrivés les premiers à Gorée en 1444. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble important de rappeler un tout petit peu les motivations de la traite négrière, pour dire simplement que les Européens venaient de découvrir les Amériques en 1492. En découvrant les Amériques, eh bien, ils s'étaient aperçus qu'il y avait d'immenses potentialités agricoles et minières qu'il fallait exploiter, mais dont l'exploitation nécessitait une main-d'œuvre abondante et pas chère. C'est donc le besoin d'exploitation de ces richesses-là qui a poussé les Européens à venir en Afrique à la recherche de main-d'œuvre. Pour dire que les motivations de la traite négrière sont d'ordre économique. Et dans cette traite négrière transatlantique, Gorée a joué le rôle de centre de transit. C'était le centre de transit le plus important d'Afrique de l'Ouest pour deux raisons. La première est d'ordre géographique, parce que si vous regardez la carte géographique de l'Afrique, vous voyez bien que les côtes sénégalaises sont très avancées sur l'océan Atlantique. De ce fait, elles permettaient aux bateaux négriers d'arriver plus facilement aux Amériques. C'est la première raison. La seconde raison est liée à la nature même de Gorée, parce que c'est une île. C'est donc un lieu enclavé, où les esclaves n'avaient aucune possibilité de s'évader. Ils étaient emprisonnés par la mer. Alors dans cette maison, l'effectif variait entre 150 et 200 esclaves, hommes, femmes et enfants. Parfois, toute une famille pouvait s'y retrouver, le père, la mère et les enfants, mais ils étaient toujours séparés de cellules. Et quand ils partaient pour les Amériques, leur destination dépendait des acquéreurs. Cela faisait que, pour une même famille, le père pouvait se retrouver, disons, aux États-Unis, la mère au Brésil, les enfants en Haïti ou en Argentine. Vous voyez que les familles étaient complètement dispersées. Et ces esclaves, quand ils partaient de Gorée, ils perdaient leur nom. Ils avaient des numéros matricules. Une fois qu'ils arrivaient à destination, dans les plantations et dans les mines, on leur donnait les noms de leurs maîtres. Alors l'histoire nous apprend qu'aux États-Unis, par exemple, les esclaves avaient des noms anglais. Au Brésil, ils avaient des noms portugais. À Cuba, c'était des noms espagnols. Aux Antilles françaises, ils avaient des noms français. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, les descendants d'esclaves qui se retrouvent de l'autre côté de l'Atlantique ne portent pas leur nom d'origine africaine, mais plutôt des noms qu'ils ont hérités de la traite négrière. Voilà. Alors à l'origine, cette maison n'était pas la seule maison d'esclaves. Au fort de la traite négrière, il y en avait jusqu'à 28 sur l'île de Gorée. Toutes ces maisons étaient régies par le même règlement intérieur qui voudrait que les esclaves soient toujours séparés de cellules selon leur âge et selon leur sexe. C'est pour cela que dans cette maison, vous avez à gauche et à droite les cellules des hommes. Dans chacune de ces cellules pour hommes, on mettait 15 à 20 esclaves. Ils étaient presque nus, assis au sol, adossés au mur, enchaînés au cou et aux bras. Ces pauvres esclaves n'avaient droit qu'à une seule libération par jour pour aller aux toilettes au bord de la mer. Quand ils y allaient, ils avaient aux chevilles une chaîne au milieu de laquelle se trouvait attachée une grosse boule en fer qui pesait 10 kg 300 et que l'esclave était contraint de traîner au sol en allant aux toilettes au bord de la mer, voyez-vous, justement pour l'empêcher de s'évader. Une seule libération par jour pour aller aux toilettes, naturellement, c'est insuffisant. Par conséquent, il leur arrivait très souvent d'être obligés de faire leurs toilettes dans leurs cellules. Et donc, vous devinez un peu les mauvaises conditions d'hygiène dans lesquelles vivaient les esclaves. Les conditions d'hygiène étaient si mauvaises que la première épidémie de peste qui a ravagé Gorée avait commencé ici même. C'était en 1779. Voilà, donc les cellules des hommes, vous les avez là de part et d'autre. Je vous disais qu'après les explications, vous aurez le loisir de faire le tour des cellules. Si vous passez par là, c'est le sens de la visite. La première cellule à votre gauche sous la véranda, c'est celle des enfants, c'est bien marqué. Les enfants, on les prenait pour deux raisons. D'abord parce que dans les plantations et dans les mines, il y avait de ces travaux-là qu'ils faisaient bien. Par exemple, les récoltes du coton, du café, du cacao, du tabac, les travaux de tri, voyez-vous, certains travaux qui nécessitaient de petites mains jusqu'au transport des produits récoltés, etc. Ces travaux-là, les enfants les faisaient très bien. L'autre raison pour laquelle on les prenait, c'est parce que la plupart de ces enfants étaient ceux-là dont les parents étaient suffisamment costauds. Oui, parce qu'on pense que quand ils seront adultes, ils seront aussi costauds que leurs parents. D'autant plus que l'un des critères de sélection des esclaves, c'était aussi la force physique. Plus l'esclave était costaud, plus cher il coûtait. Et c'est pour cela qu'à l'époque, chaque ethnie africaine avait sa cote. L'ethnie la plus cotée
étaient les Yoruba, originaires du Nigeria. Parce que ces Yoruba étaient suffisamment costauds et grands, du moins la plupart d'entre eux, et ensuite parce qu'ils étaient beaucoup plus productifs au travail. Dans les plantations et dans les mines, au-delà du travail qu'ils faisaient, ces Yoruba étaient considérés comme des géniteurs, c'est-à-dire qu'ils servaient aussi à la reproduction d'esclaves de bonne qualité. Après la cellule des enfants, vous allez voir celle des jeunes filles, et d'après le règlement intérieur, les Européens marchands d'esclaves avaient le droit de coucher avec les jeunes filles esclaves. C'était un droit. Lorsque l'on constatait la jeune fille esclave en état de grossesse, dans ce cas, elle était mise en semi-liberté. Ici à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal, c'est au nord du pays. Semi-liberté, cela veut dire qu'elle travaillait comme domestique dans les maisons des Européens le temps de la grossesse. Naturellement, certaines jeunes filles donc trouvaient un intérêt à se faire enceinter par les marchands d'esclaves pour pouvoir bénéficier de cette semi-liberté-là. Après la cellule des jeunes filles, vous allez voir celle qui suit, c'est marqué inapte temporaire, parce que la valeur d'un homme dépendait de sa force physique et de son poids. Seuls les hommes étaient pesés. Le poids minimum était fixé à 60 kg. Donc, tous les esclaves qui ne faisaient pas ce poids étaient considérés comme inaptes, du moins temporairement. Dans ce cas, ils étaient installés dans la cellule des inaptes temporaires pour y être engraissés comme du bétail. Voilà, ils les engraissaient avec des haricots de chez nous que nous appelons le niépé. Ce sont des haricots très farineux. Après cela, vous avez ces deux escaliers-là en forme de fer à cheval dans la cour, sous lesquels vous avez deux petites cellules. Ce sont des cachots qui étaient réservés aux récalcitrants. Ces esclaves qui se révoltaient tout le temps contre leur maître, on les mettait donc sous les escaliers pour les punir. La punition, c'est l'impossibilité pour ces pauvres de pouvoir se tenir debout, vu que le plafond est très bas. Alors l'anecdote, c'est que nous avons eu le privilège de recevoir ici en pèlerinage l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. C'était en 1991. Malgré le refus du protocole, Mandela s'était glissé dans cette cellule-là, sous ses escaliers. Il y était resté pendant quelques minutes, mais quand il en était ressorti, il avait les larmes aux yeux. Voyez-vous certainement qu'il s'était rappelé un peu les longues années passées en prison sous le régime de l'apartheid. Après cela, vous allez emprunter ce couloir-là pour aller voir cette porte qui donne sur la mer. Attention, en allant à cette porte, vous allez voir à votre droite la grande cellule des femmes. 25 à 30 femmes, presque nues, étaient assises au sol dans cette cellule-là. Elles étaient traitées de la même manière que les hommes. Alors je m'en vais rappeler qu'à l'origine, les esclaves n'étaient pas achetés avec de l'argent, c'était plutôt du troc. Et du point de vue troc, un homme de plus de 60 kg ou une femme vierge pouvait valoir un fusil, ou un baril d'alcool, ou une couverture, ou une certaine quantité de gomme arabique, ou alors un autre objet équivalent du point de vue échange. Un enfant pouvait valoir un miroir, ou un collier, ou des boucles d'oreilles, ou une pièce de tabac, ou alors un autre objet équivalent du point de vue échange. Mais alors attention, attention parce que le produit de l'échange variait d'un continent à l'autre. Souvenez-vous qu'au départ, les bateaux négriers provenaient d'Europe. En provenance d'Europe, ils étaient chargés de tout ce qui était comme verroterie, tissu, alcool, armes à feu, munitions, barres de fer, épices, etc. Donc au départ de l'Europe, les bateaux étaient chargés de ces produits-là. Ces bateaux-là débarquaient en Afrique. Une fois en Afrique, ces produits-là étaient échangés contre des esclaves. Et les bateaux, cette fois-ci, chargés d'esclaves, quittaient les côtes africaines, traversaient l'océan Atlantique et se rendaient aux Amériques. Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Une fois aux Amériques, ces esclaves étaient échangés contre d'autres produits. Des produits qui étaient exploités là-bas. Café, cacao, canne à sucre, coton, tabac, bois, charbon, or, etc. Et les bateaux chargés de ces derniers produits quittaient les côtes américaines, retraversaient l'Atlantique et retournaient en Europe. Vous voyez que le triangle était bouclé. Europe, Afrique, Amérique, Europe. C'est le fameux commerce triangulaire. Le produit de la vente variait d'un continent à l'autre. Voilà. Après cela, vous avez l'étage, c'était le logement des marchands européens. Aujourd'hui, tout le monde se pose la même question, c'est de savoir comment pouvaient vivre ces Européens à l'étage, avec toute la misère qu'il y avait en bas, avec tout le cauchemar qu'il y avait en bas, c'est la grande question. Après cela, vous irez voir cette fameuse porte qui donne sur la mer. Alors cette porte, elle est appelée ici la porte du voyage sans retour. Vous devinez qu'on l'appelle ainsi parce que les esclaves, quand ils partaient, c'est bien par cette porte-là qu'ils avaient été acheminés vers les bateaux. Une fois qu'ils avaient franchi le pas de cette porte, pour ces pauvres esclaves, c'était adieu l'Afrique, c'était à jamais l'Afrique. Ils étaient embarqués dans les bateaux, transportés aux Amériques, d'où ils ne revenaient plus jamais. À cause des rochers au bord de la mer, les bateaux ne pouvaient pas s'approcher pour l'embarquement. Par conséquent, à partir de cette porte-là, on avait construit un quai en bois de palmier qui servait d'embarcadère. Mais naturellement, à chaque embarquement, les esclaves tentaient de s'évader, notamment en plongeant. Malheureusement, ils ne pouvaient jamais aller loin, parce que soit ils étaient fusillés par les gardiens, ou alors ils étaient systématiquement dévorés par les requins. Pourquoi ces requins? C'est parce qu'à l'époque, dans toutes les maisons d'esclaves sur l'île de Gorée, les esclaves n'avaient pas le droit de tomber malades.
parce qu'il y avait eu une épidémie de peste en 1779. Donc, en l'absence de tout médecin, pour éviter les épidémies, tous les esclaves malades étaient systématiquement balancés dans la mer, en plus du sang et de ces cadavres-là, du fait que certains d'entre eux avaient été fusillés. Tout cela donc avait fini par attirer les requins. Voilà. Il ne fallait donc pas tomber malade. Nous avons eu le privilège de recevoir ici en pèlerinage le pape Jean-Paul II. C'était le 22 février 1992. C'est exactement à partir de cette porte-là que le pape Jean-Paul II a officiellement demandé pardon à toute l'Afrique pour l'implication de l'Église dans la traite négrière à travers les missionnaires. Les missionnaires, je rappelle au passage que c'était ces fameux prêtres européens qui étaient venus en Afrique pour enseigner aux Africains la religion chrétienne et la civilisation européenne. Malheureusement, ils ont été nombreux à avoir participé au commerce des esclaves. Voilà. Alors en réponse à cette demande de pardon de l'Église par le biais du pape Jean-Paul II, les Africains sont unanimes à reconnaître qu'il faut certes pardonner, mais qu'il ne faut jamais oublier. Alors, je m'en vais à présent conclure avec votre permission par une petite note statistique pour vous dire que, d'après les archives françaises de Nantes, la traite négrière aura duré sur l'île de Gorée de 1536 à 1848. Cela fait un peu plus de 300 ans. 3 siècles pendant lesquels 15 à 20 millions d'esclaves en provenance des côtes ouest africaines ont transité par Gorée à destination des Amériques, dont 6 millions sont morts de privation et de mauvais traitements. 6 millions. Alors ces statistiques-là, en réalité, ne concernent que les esclaves qui ont eu à transiter effectivement par Gorée. N'oubliez pas qu'il y a eu d'autres esclaveries tout au long des côtes ouest africaines, d'où étaient partis plusieurs bateaux négriers à destination des Amériques sans pour autant avoir transité par Gorée. Je peux vous citer quelques exemples. Au Nigeria, il y avait Lagos, Badagry et Calabar. C'était de grands marchés d'esclaves au Nigeria. Si vous allez au Bénin, vous verrez Ouida, vous verrez Alada. Au Congo, il y avait Pointe-Noire et Luango. Au Ghana, il y avait Elmina et Cape Coast. Et jusqu'en Afrique du Sud, il y avait Cape Town, etc. Pour dire que toutes les côtes ouest africaines étaient jalonnées de grands marchés d'esclaves. Par contre, en Afrique de l'Est, c'était avec les Arabes. On a tendance à les oublier. Les Arabes aussi ont joué leur partition dans cette histoire. Les Arabes ont d'ailleurs commencé la traite fort longtemps avant les Européens. Souvenez-vous que les Européens n'ont commencé la traite qu'au XVe siècle, notamment à la faveur de la découverte des Amériques, fin XVe siècle, je vous le disais au début de mon propos. Alors que les Arabes l'ont commencé au 7e siècle, ils ont poursuivi ce commerce d'esclaves noirs jusqu'au 19e siècle. Du 7e au 19e siècle, cela fait quand même 13 siècles de traite négrière avec les Arabes, et on n'en parle presque pas. Alors, l'un des plus grands marchés d'esclaves, à l'époque avec les Arabes en Afrique de l'Est, c'était Zanzibar. Au-delà de Zanzibar, il y avait l'île Maurice, il y avait l'île de la Réunion, il y avait Madagascar, et les esclaves transitaient par ces îles-là pour aller jusqu'en Asie. Voilà. Et l'une des caractéristiques de la traite des Noirs par les Arabes, c'était la castration. Les esclaves étant castrés, ils n'avaient donc aucune possibilité de se reproduire. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'aujourd'hui, leurs descendants sont en Asie en infime minorité. Contrairement à ce que l'on retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, notamment aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique latine, où vous retrouvez de fortes minorités de population descendant d'esclaves en provenance d'Afrique. La question se pose souvent, celle de savoir justement pourquoi ces Arabes castraient-ils leurs esclaves. Eh bien, ils les castraient pour 2 raisons. D'abord parce qu'un homme castré, naturellement, devient plus costaud, et donc bon esclave. Ensuite, parce que ces Arabes-là, étant jaloux de leurs épouses et de leurs concubines, pour ne pas avoir à les partager avec ces esclaves-là, ils les castraient tout bonnement et simplement. Voilà. Alors quant à moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais m'arrêter là, en espérant vous avoir dit vraiment l'essentiel sur cette page douloureuse de l'histoire africaine. Il ne vous reste plus qu'à vous promener librement dans la maison et à faire des photos partout où vous le voulez. N'oubliez surtout pas de monter voir l'exposition à l'étage. Elle est consacrée à cette histoire-là que je viens de vous relater. À l'issue de tout cela, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En sortant, vous me trouverez là dans le couloir, à votre entière disposition. Merci d'être venu. Nous temps les bails, nous à côté de sorti. Mais l'esclavage, franchement, nous pardonner, mais nous pas plier. Et bien blanc pas d'accord tout. Franchement. Nous pas plier ça.